Ok, dans cette première partie, on va parler de statistiques. On va voir comment est-ce que l'on peut générer, par exemple, des nombres aléatoires suivant des distributions spéciales, enfin spéciales en tout cas les distributions les plus communes. Donc là, par exemple, c'est la gaussienne ou la distribution normale. Donc, il faut savoir qu'il y a toute une série de fonctions qui a plus ou moins la même structure pour le nom. R, ça veut dire random, et ça va être toutes les fonctions qui vont générer des nombres aléatoires suivant une distribution. Dans ce cas-là, c'est la distribution normale, et donc ici, c'est R norme. Si l'on met un seul argument, eh bien, ça va être le nombre d'éléments, donc la taille de notre échantillon. Donc, si je fais ça, vous voyez, je store par exemple ici 100 nombres aléatoires issus d'une distribution normale. Si je ne mets pas d'argument supplémentaire, ça veut dire que je vais tirer mes nombres aléatoires de la distribution normale avec moyenne 1 et déviation standard sigma égale à 1. Je store ça dans un vecteur qui s'appelle vectNorm. Donc je fais ça, vous voyez que automatiquement ce vecteur va s'afficher dans mon environnement global qui est ici. Et bien, si je veux simplement avoir un histogramme très rapide de cet échantillon, je peux simplement utiliser la fonction histogramme et vous voyez ici le résultat. Donc ici, je ne choisis pas le nombre de bits, je ne choisis pas donc, la taille, etc. Mais tout ça, je pourrais le faire évidemment, puisque si je vais dans la documentation de la fonction hist, eh bien, simplement, vous voyez qu'il y a tous ces arguments, breaks, qui permet, par exemple, de définir des bins personnalisés, etc. Donc, la fonction hist, donc, qui est une fonction de base de R, on l'utilisera comme ça pour faire des plots très rapides. Lorsqu'on voudra faire des plots un peu plus sérieux, on utilisera ggplot. On a donc là notre plot. Bon, voilà, évidemment, j'ai que 100 éléments. Si j'en mettais plus, là j'en ai 10 000, évidemment, l'histogramme ressemble beaucoup plus à la distribution attendue. Donc la moyenne est égale à 0 et là, le sigma, effectivement, est environ égal à 1. Très bien. Si je veux avoir une moyenne et un sigma différent, eh bien simplement je peux utiliser cet argument, min et sd. Donc ça, si on ne les connaît pas, évidemment, on va dans rnorm, point d'interrogation. Dans cette documentation, en fait, on a accès à 4 fonctions qui sont reliées à la distribution normale. Ces 4 fonctions, donc vous voyez qu'elles s'appellent soit d, p, q ou r, suivies du nom de la fonction, de la distribution. Eh bien, on aura cette série de 4 fonctions pour plus ou moins toutes les distributions de base que l'on voudra utiliser. R, ça sera toujours le générateur de nombres aléatoires. D, c'est la PDF elle-même. P, c'est l'intégrale de la distribution, donc c'est la CDF. Donc on appelle ça P parce que c'est relié à la probabilité de trouver un élément dans un intervalle. Et Q, c'est l'inverse de cette fonction, l'inverse au sens mathématique. Ça s'appelle Q parce qu'il s'avère que c'est la fonction quantile, okay, l'inverse de la CDF. Donc l'inverse de l'intégrale de la PDF. Bon, on verra ça peut-être avec des exemples un peu mieux. Ce que je voulais dire, c'est que ces arguments, eh bien, ils sont donnés ici. Okay, donc min et sd. Donc si je veux générer des nombres aléatoires, par exemple 1000 nombres aléatoires d'une distribution normale avec moyenne 3 et sd égale 2, eh bien voilà, je peux utiliser ces arguments. Je fais l'histogramme, et bien maintenant, évidemment, mon histogramme est décalé autour de 3 et la variation est plus grande. Okay, elle est égale à 2 ici environ. Je peux vérifier en utilisant les fonctions min et sd que l'on a vu dans la dernière vidéo. Min de ce vecteur, ça doit nous donner quelque chose qui est plus ou moins proche de 3. De même, sd de ce vecteur doit nous donner quelque chose qui est plus ou moins proche de 2. Ce plus ou moins, en fait, on peut le quantifier. Il y a des théorèmes qui nous permettent de faire ça et on pourra peut-être voir ça dans une prochaine vidéo. Donc, à chaque fois que j'utilise cette fonction rnorm, okay, je vais obtenir un échantillon différent. Si je veux obtenir le même échantillon à chaque fois,
eh bien, il faut ce qu'on appelle fixer la graine du générateur de nombres aléatoires. C'est la fonction setSeed. Vous pouvez mettre ici un nombre ou une série de lettres, peu importe. Une fois que l'on a fait ça, à chaque fois que l'on utilisera cette fonction rnorm, eh bien, on obtiendra le même échantillon. Comme je vous le disais, on a cette fonction rnorm, mais on a 3 autres fonctions qui sont liées directement aux propriétés de la distribution normale. En particulier, pnorm, c'est la CDF, donc c'est l'intégrale de la distribution. La pnorm de x pour une distribution donnée, c'est l'intégrale de la distribution de moins l'infini à x. Dans ce cas-là, on s'attend à ce que ça nous donne un demi, puisque la moyenne de la distribution que je vais intégrer est égale à 0, et je vais intégrer de moins l'infini à 0. Donc on n'a que la partie négative de la distribution, qui compte évidemment pour un demi de la probabilité totale, puisque la distribution normale est symétrique. Donc on obtient 0,5. Si j'intègre de moins l'infini à 100, eh bien je vais obtenir quelque chose qui est très proche de 1, et peut-être même qu'avec les arrondis de R, je vais obtenir exactement 1. Ouais, c'est ce que j'obtiens. Donc ça, c'est pour la distribution normale. On a aussi également accès à la distribution uniforme. Donc par exemple, R unif, eh bien, ça va me générer des nombres aléatoires de la distribution uniforme. Donc si on ne met pas d'argument, donc le premier argument ici, c'est toujours la taille de l'échantillon que l'on veut. Mais sur quel intervalle cette distribution est-elle définie par défaut? Bon, bah, si on ne le sait pas, eh bien, on fait point d'interrogation R unif. Et vous voyez que, comme auparavant, on a cette série de 4 fonctions. Et on nous dit que par défaut, eh bien, c'est donc la distribution uniforme sur l'intervalle 0, 1, okay, min et max, qui sont évidemment les 2 paramètres de la distribution uniforme. Ok, donc je peux faire ça. Je génère cet échantillon. J'ai maintenant un vecteur unif de dimension 100. Quelle est la moyenne de ce vecteur? Bon, ben on s'attend à ce que ça soit proche de 0,5. Okay. On peut faire l'histogramme, le box plot, voilà, qui est évidemment centré et dont la médiane est plus ou moins au centre de la boîte, puisque effectivement la distribution sous-jacente est symétrique. Bon. Voilà. Si je veux changer l'intervalle de la distribution, eh bien j'utilise min et max. Donc par exemple, voilà. Donc voilà, on a la distribution entre 2 et 9 cette fois-ci. Cette fonction sample, donc d'échantillonnage, qui nous permet en fait d'échantillonner un vecteur donné. Donc la façon dont ça marche, donc sample va prendre le premier argument, c'est le vecteur que l'on veut échantillonner. Donc dans ce cas-là, j'utilise un vecteur de taille 100 qui contient tous les nombres de 1 à 100, tous les entiers de 1 à 100. Et je veux obtenir un échantillon de taille 20. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on a une boîte avec 100 boules qui sont numérotées de 1 à 100. Et ce que l'on va faire, en fait, c'est piocher 20 boules de cette boîte. Et cet argument-là est extrêmement important, replace. Dans ce cas-là, equal false, ça veut dire qu'à chaque fois que je tire une boule, eh bien, je ne la remets pas dans la boîte. Donc, ça veut aussi dire que je ne peux pas, dans ce cas-là, utiliser cette fonction avec un nombre ici qui est plus grand que 100. Okay, parce qu'à la fin, j'ai plus de boules à tirer. Simplement. Donc, si je fais ça, vous voyez, j'ai mon échantillon. Okay, et étant donné que le replace est faux, je suis sûr que chaque nombre que j'obtiens ici est différent. Si je mets par exemple 101, bah, ça ne va pas marcher. Parce qu'effectivement, puisque mon argument replace est égal à faux, à chaque fois que je tire une boule, eh bien, je ne la remets pas dans la boîte. Bah, à la fin, j'ai plus de boules à tirer. Si au contraire, j'ai fait replace equal true, alors là, je peux mettre la taille d'échantillon que je veux. Puisqu'à chaque fois, on va remettre la boule que l'on a tirée dans la boîte, ce qui veut aussi dire qu'il y a des chances de tirer la même boule plusieurs fois. Donc là, on a un échantillon de 101. Donc en fait, on est garanti d'avoir au moins une paire de nombres identiques. Vous voyez même, on a pour 2 boules consécutives tiré le même nombre.
On a cet opérateur %in, dans ce cas-là, %. Je demande en fait si 3 est contenu dans ce vecteur. On a accès dans R, évidemment, à des chaînes de caractères. Pour définir une chaîne de caractères, on utilise ces marques ici. Donc C1 myString, par exemple. Et on peut voir que le type d'un tel objet, c'est ce que R appelle caractère. On a cette fonction ncar qui va compter le nombre de caractères. 1, 2, 3, l'espace compte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Très bien. Il y a des chaînes de caractères qui sont préexistantes dans R. Vous voyez, ce letters, je ne l'ai jamais défini, mais si je fais letters de 6, c'est la syntaxe pour obtenir le 6e élément du vecteur letters, que je n'ai jamais défini, mais vous voyez qui existe. Bon, en fait, letters, c'est simplement les 26 lettres de l'alphabet. Okay, si je fais letters de 26, j'obtiens Z. Que se passe-t-il si je fais letters de 28? NA. Donc c'est effectivement vecteur, si je regarde, de dimension 26, avec les 26 lettres de l'alphabet. Maintenant, j'ai aussi letters en majuscule. Et en fait, c'est la même chose, mais avec les lettres majuscules. Okay, donc si je fais letters de 5, je vais obtenir E majuscule. Lorsqu'on fait de 1 à 5, bon, en fait, on a parlé de cette syntaxe. Ça, c'est un vecteur, ça, qui contient les éléments 1, 2, 3, 4, 5. Bon, eh bien, si je demande d'accéder non pas seulement à un seul index, mais à un vecteur d'index, dans ce cas-là de 1 à 5, eh bien le résultat, ça va être simplement un vecteur qui contient les éléments correspondant aux indices que je demande.